Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode du podcast Horizon économique et innovation. Alors en préambule, je vais faire quelques rappels. Donc, je ne vais pas me présenter, si vous voulez, vous pouvez écouter le premier épisode. Mais par contre, quelques informations importantes, c'est vous pouvez consulter, j'ai un blog, c'est Philippe Campos, tout attaché, cmpos.com. Vous trouverez des articles, le podcast et des formations en ligne sur les sujets qui m'intéressent, qui me concernent, l'évaluation d'entreprise, la finance d'entreprise, tous les sujets qui sont connexes. Et vous avez aussi, donc il y a un article que j'ai mis là justement pour annoncer ce premier épisode du podcast, et je référence également dans cet article les différentes plateformes qui sont disponibles. Donc il y en a plusieurs, il y a Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et plus récemment YouTube Podcast, d'autres aussi. Si vous les utilisez, moi je suis utilisateur d'une de ces plateformes, voilà, j'écoute des podcasts aussi, je regarde des vidéos sur YouTube par exemple. Maintenant, si vous voulez écouter et émettre des observations, des questions, je pense qu'on peut le faire sur certaines plateformes. Par contre, je ne les verrai pas. Donc je ne pourrai pas y répondre. Si vous êtes intéressé, là je sais que j'ai eu une question la semaine dernière sur mon premier podcast, mais c'était sur YouTube Podcast. Donc là, c'est sur ma chaîne YouTube Philippe Campos, et là vous pouvez poser des questions, il y a une section particulière sur les podcasts. Et puis sur aussi le site en lui-même du podcast, qui est Horizon, avec un S à la fin, éco, tout attaché, .fr. Donc là, il y a tous les épisodes, vous pouvez vous abonner, et vous pouvez émettre des observations sur le podcast. Voilà. Un petit rappel, et d'ailleurs ce podcast redirige vers les principales plateformes qui existent et qui sont disponibles pour l'écoute. Alors on va parler aujourd'hui de start-up. Investir dans des start-up, est-ce que c'est risqué ou pas ? Alors moi je me positionne déjà en tant que professionnel. J'ai déjà eu à travailler sur des dossiers, dans le cadre de mon métier, sur des sociétés qu'on peut qualifier de start-up. Et j'ai eu l'occasion aussi d'investir, pas dans les mêmes sociétés bien sûr, et dans d'autres contextes, en fonction d'opportunités. Et puis je regarde l'environnement, et d'ailleurs il y a un événement dont on va parler, qui est arrivé récemment, c'est OpenAI, la société qui a créé et qui exploite des applications d'intelligence artificielle, en particulier ChatGPT, mais il y a aussi DALL-E, il y en a d'autres, mais en tout cas, principalement, ce qui est connu, c'est ChatGPT, avec ce qui s'est passé, le licenciement de son cofondateur et président, dirigeant de OpenAI. Mais en tout cas, alors déjà, c'est quoi une start-up ? Une start-up, c'est une société qui a été créée il y a peu, start, et qui est en forte progression, up. À un moment donné, les dirigeants en France ont voulu qu'on arrête avec tout ce qui est termes anglophones, et on parlait de jeunes pousses, mais dans la réalité, voilà, en tout cas, ça reste ces termes start-up. Donc, c'est des sociétés qui peuvent avoir été créées il y a quelques jours, quelques mois, quelques années, deux années, mais qui sont quand même assez récentes et qui, en principe, ont une forte progression. Quand vous investissez dans ces sociétés, la question, est-ce que c'est risqué ? J'ai envie de dire, c'est pas risqué, c'est extrêmement risqué. Il y a beaucoup de risques à investir dans ce type de société, et je vais vous expliquer pourquoi. Bien sûr, il y a des opportunités, sinon on n'investirait pas, mais il y a de nombreux risques. Alors, premier risque dont j'ai envie de parler, c'est déjà, comme c'est des sociétés récentes, vous n'avez pas forcément une documentation comptable
que l'on pourrait voir de manière habituelle. Ce n'est pas des sociétés là où on va faire des audits comme on peut le faire pour des sociétés voilà, qui ont une certaine maturité. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas en faire, mais c'est pas pareil. Déjà parce que peut-être qu'elles n'ont pas encore d'historique, hein. Si la société a été créée il y a 1 an, il n'y a pas encore d'éléments comptables. Peut-être que aussi, il y a beaucoup d'une phase de recherche, etc. Et donc son chiffre d'affaires n'a pas encore décollé, mais ça va peut-être arriver. Donc il y a là-dessus une incertitude. Hein. Et de toute façon, quand on investit dans des startups, on investit parce qu'on croit dans le modèle économique qui n'a pas encore forcément fait ses preuves, mais il y a un potentiel de plus-value assez significatif. Mais il y a aussi un risque de perte très élevé. Hein. La possibilité de faire une plus-value est aussi forte que la probabilité de tout perdre. C'est pour ça que d'ailleurs, à mon sens, quand on investit dans ce type de société, au-delà d'une diversification, il faut être prêt à assumer la perte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas investir toutes ses économies et si jamais la société ne marche pas, eh bien, on se retrouve sur la paille. Donc il faut être extrêmement vigilant. Donc c'est l'absence ou un niveau moindre dans la qualité de l'information comptable et financière qui fait que, c'est déjà un élément, un contexte à risque. Ensuite, il y a, bien sûr, on va investir sur la base d'un modèle économique qui n'est pas forcément bien éprouvé, mais auquel on croit, et puis dans les hommes qui constituent la société. Parce que une société, peut-être que elle a des performances et une capacité importante de croissance, de belles perspectives dans un nouveau domaine, et au point de vue parce qu'on peut avoir de très bonnes idées, mais sur le plan pratique et opérationnel, être complètement à côté de la plaque et ne pas être équipé pour réussir. Et ça, ce qui va faire la différence, souvent, c'est les hommes. Hein. Donc il y a le modèle économique et les hommes. Alors souvent, on me pose la question, dans différents échanges, comment on valorise les ressources humaines? Non, quand on valorise une société, on valorise sa capacité future à générer des revenus. Hein. Si la société ne génère pas de revenus, il n'y a aucune valeur sous-jacente. Hein. Ou alors c'est des produits, on va dire, d'exception, comme par exemple de l'immobilier de luxe, dans un emplacement extrêmement rare, la valeur ne sera pas forcément liée aux revenus que l'on va générer, mais parce que il y a quelque chose à part. Pour des sociétés, c'est particulier. À un moment donné, peut-être que c'est pas en fonction de ses revenus d'aujourd'hui, mais des revenus de demain. Par exemple, Netflix, à un moment donné, les investisseurs ont mis beaucoup d'argent et c'était un multiple très élevé du chiffre d'affaires. Mais parce que les investisseurs croyaient dans le modèle économique et dans finalement les hommes qu'il y avait dedans. Si par exemple il y avait des dirigeants, etc., ils leur donnaient leur confiance et ils mettaient des millions, des milliards. Maintenant, si c'est moi, par exemple, qui allais prendre la tête de Netflix, la valeur peut-être de l'entreprise allait baisser fortement. Parce que j'ai pas fait mes preuves dans ce modèle économique, je n'ai pas. Donc c'est lié aux individus, mais c'est pas comme des joueurs de football, par contre. On va pas, c'est pas Mbappé, c'est à part. Là, on parle de modèle économique, de start-up, de sociétés qui ont un modèle économique qui va générer des cash flows futurs. Mais donc, par essence, il y a une forte incertitude. Alors, bien sûr, on met en avant souvent les réussites, les belles histoires. C'est normal, mais pour des histoires comme Netflix, Facebook, je ne veux pas toutes les citer, mais toutes les belles histoires comme ça, il y a des millions d'échecs. Et des millions de gens qui ont investi dans des startups et qui ont tout perdu. Après, je mets l'extrême, c'est-à-dire Facebook, Netflix. Il peut y avoir des sociétés intermédiaires qui ont très bien marché, pas à ce niveau-là, mais
peut-être sur leur zone géographique, hein, en France, en Espagne, etc. Sans parler d'entreprises qui sont devenues des multinationales. Mais c'est sûr que quelqu'un qui va investir dans la société de Jeff Bezos au départ, Amazon, bon, il a multiplié son investissement initial par, voilà, quelqu'un qui a mis 10 000 euros aujourd'hui, combien ça vaut, hein? Il est peut-être multimillionnaire, voire milliardaire. Voilà, donc si vous voulez, les investisseurs, ils vont regarder l'intérêt de l'investissement, les perspectives futures, hein, et le risque pour moi, c'est il y a une incertitude, hein. Même si les gens qui gèrent la boîte, gèrent cette start-up sont brillants, il y a un risque, un paramètre qu'on ne maîtrise pas. Et en plus, quand vous investissez, moi par exemple, pour donner un exemple, j'investis dans une société qui n'avait pas d'historique réel de compte, en réalité. Elle se valorisait quand même pas mal, mais j'ai cru dans le modèle économique. Pourquoi j'y ai cru? Parce que j'étais client. Hein, c'est des sociétés c'est une société là au cas particulier je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans tout ce qui est gestion des Airbnb. J'avais été chez un concurrent au départ, il m'avait pas donné satisfaction. Là, j'ai trouvé une solution qui était très pertinente. Bon, voilà, je ne mets pas des montants importants, je suis pas un investisseur en tant que tel, hein, mais voilà, j'ai cru dans le modèle économique puisque je suis client. Donc je sais qu'il y a un intérêt et que c'est quelque chose d'efficace. Par contre, bon, les dirigeants, je ne les connaissais pas en tant que tels. En première impression, mais seul l'avenir me dira si j'ai eu raison ou si j'ai eu tort. En tout cas, c'est sûr que la valorisation, j'ai pas mis en œuvre des méthodes d'évaluation. Souvent, certains, oui, alors pour évaluer des startups, il faut faire ci, il faut faire ça. Bah non. Si la société a une certaine maturité, oui, vous pouvez vous baser sur son historique, mais si c'est une société qui a moins d'1 an de visibilité, j'ai des gens parfois qui m'ont proposé, que je connais plus ou moins, ils présentent de beaux business plans, etc., de bonnes idées, mais je suis pas convaincu. Sur le papier, oui, ça présente bien. La personne peut-être une belle expérience, mais je suis personnellement pas convaincu. Mais peut-être qu'une personne qui est sensible à ce que va faire la personne, peut-être que pour elle, ça vaudra quelque chose de plus important. Mais là, il y a, hein, en somme, pour synthétiser cet aspect-là, quand vous investissez dans une start-up, il y a une incertitude qui est très importante et très importante, surtout si vous ne connaissez pas le secteur d'activité. Quand vous le connaissez, vous savez que il y a de l'idée, mais vous pouvez perdre, j'ai vu des gens qui ont perdu 500 000, 1 million, 1,5 million, 2 millions d'euros, ouais, parce qu'ils y croyaient. Hein. Alors, le risque aussi, c'est que, malheureusement, c'est la cupidité. Parce que des gens investissent dans des sociétés, parfois il y a ce phénomène de cupidité, hein, de vouloir gagner beaucoup d'argent, d'avoir le sentiment de louper une belle affaire, et donc on va mettre beaucoup d'argent. Au départ, la personne pensait mettre, 10 000 euros, puis après elle se laisse convaincre pour un potentiel de gain, gagner 1 million, 2 millions. Donc finalement, elle va mettre 100 000, 200 000 euros, alors que pour elle, c'est difficile, et elle perd tout. Bon, ça, c'est pas un cas d'école, hein. J'en ai vu plein, et souvent, c'est lié à la cupidité. Hein. Madoff, c'est la cupidité qui a permis de faire ce genre d'escroquerie. Hein. Bon, je m'éloigne un peu du terrain, mais pour dire, effectivement, parfois, malheureusement, dans des start-up, entre guillemets, certains vont raconter des belles histoires pour avoir, même si leur intention, elle n'est pas malhonnête au départ, mais c'est que eux-mêmes, ils se persuadent que ils vont y arriver. Et ils racontent une belle histoire, ils vous font croire des choses et ils sont prêts à mentir. Ça aussi, c'est pas des cas d'école, c'est des choses que j'ai déjà vues. Alors par exemple, si on veut parler de quelque chose qui a été retentissant
Et c'est pas une exception. C'est à des degrés divers. Par exemple, l'affaire Theranos. Elizabeth Holmes, aux États-Unis, a été condamnée, je crois, à 11 ans de prison. C'est ça. 11 ans de prison parce que elle a levé des fonds, plusieurs, enfin, vraiment, je sais plus exactement, mais plusieurs, je crois, centaines de millions d'euros. Elle promettait finalement de révolutionner des tests sanguins, et en fait, sa machine ne fonctionnait pas. Mais les investisseurs voulaient y croire. Je crois d'ailleurs, il y a une série que j'ai vue, je crois que c'est sur Disney+, et vous avez qui raconte son histoire, et on voit bien les dirigeants qui veulent faire la bonne affaire, qui rêvent de millions, et ils se font berner. Mais c'est l'appât du gain, ça. Donc, voilà. Et ça existe partout dans le monde, en France y compris. Donc, des gens qui investissent... faut savoir que les success stories, en fait, c'est l'exception. Sur 100 sociétés, il y en a peut-être 2-3 qui vont réaliser les performances promises. Et certains fondateurs de startups sont prêts à mentir. Là, c'est un exemple, mais il y en a plein. Donc, il faut être particulièrement vigilant pour des gens qui veulent investir dans des startups. D'ailleurs, si, pour des gens qui ont de l'expérience, moi j'ai l'expérience en tant que aussi auditeur, dans des sociétés où des sociétés vont lever des fonds, vous êtes dedans, à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous alertez, vous faites vos diligences, voilà. Bon, ça se fait dans des règles particulières. Eh bien, vous pouvez avoir tout le monde contre vous à un moment donné. Les dirigeants, les autres actionnaires, les salariés, parce que vous êtes indépendant et vous émettez un certain nombre d'opinions qui ne va pas dans leur sens. Et à un moment donné, peut-être que tout le monde est contre vous, et puis 3-4 ans après, ou même plutôt des fois 1 an, vous aviez raison. Et bien, voilà, les gens après regrettent de ne pas avoir écouté l'auditeur. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, parce que je ne peux pas. Mais en tout cas, parce que malheureusement, dans des startups, les gens croient en leurs rêves, et certains investisseurs croient en leur plus-value. Et quand ils se réveillent, c'est peut-être trop tard, et ils n'écoutent pas forcément les contre-pouvoirs qui existent. Alors, d'ailleurs, l'autre point aussi qui me fait dire que c'est extrêmement risqué, c'est la gouvernance dans des sociétés qui ne sont pas cotées et qui finalement ont une taille quand même au départ réduite. Par exemple, en France par exemple, il n'y a pas de commissaire aux comptes pour des sociétés qui ont moins de, à peu près, je ne rentre pas dans le détail, mais 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bon, après, il y a d'autres critères à prendre en considération, mais on va rester un peu global, un peu général. Eh bien, dans ce cas-là, vous n'avez pas d'auditeur, personne vérifie les comptes. Bien, croyez-moi, beaucoup de sociétés certaines sociétés, plutôt que beaucoup, certaines sociétés manipulent, des dirigeants manipulent l'information comptable et financière. Les gens le voient après coup. Quand si la société va dans le mur et qu'il y a des pots de bilan, il y a des recherches de responsabilité, etc. Oui, là, on revoit l'information comptable était erronée. Dans des startups, on va dire, en général, le contre-pouvoir est défaillant et limité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand vous investissez, ça dépend des personnes, mais souvent des dirigeants. Ils ont créé leur business. Et ils n'aiment pas la contradiction. Donc du coup, c'est très difficile pour un actionnaire dans certaines sociétés d'être écouté, ou des fois c'est en apparence uniquement. Et c'est pas anodin. On en voit beaucoup des litiges dans des sociétés avec des associés. Donc le point ici, c'est quand vous investissez dans une société, on peut mettre
certains me diront: «Oui, mais il y a les packs d'actionnaires, les protocoles, et cetera. On va prévoir ci, on va prévoir ça». Oui, mais le problème, c'est que dans certains cas, ce n'est pas appliqué, ce n'est pas respecté. Et est-ce que vous allez faire des procédures quand la société, bon, est en croissance, généralement les gens ne disent rien, ça commence à secouer quand la boîte va mal. Voilà, je dis n'importe quoi, mais par exemple, s'il est prévu une information générale, une information comptable tous les mois ou tous les trimestres, bah, ce ne sera pas forcément respecté. Et si vous détenez 0,5 ou 1% du capital, bah, on ne vous écoutera pas. Et vos moyens sont limités pour agir. Et ça, c'est des paramètres, bah, voilà, sur la gouvernance. Et là, vous avez peu de pouvoir en réalité. Enfin, pas de pouvoir, mais de capacité à répondre à un dirigeant qui irait dans le mur et qui ne veut écouter personne. Alors après, l'autre point aussi, c'est que même dans des sociétés qui marchent fort, qui ont une forte croissance, là aussi, vous pouvez avoir des problèmes de gouvernance. Si on prend l'exemple de OpenAI, c'est un très bon exemple, vraiment d'actualité, hein, c'est ChatGPT. Donc, ce dirigeant, qui est cofondateur de ChatGPT, qui a mené ChatGPT là où il est, hein, aujourd'hui c'est quand même une vraie révolution, j'en ai parlé dans mon podcast précédent. Il y a aussi un de ses proches qui est aussi cofondateur, c'est Greg Brockman. Eh bien, ils ont fait, que j'avais vu, une conférence des développeurs pour parler de nouveaux projets, des évolutions. Bon, et ça a bien marché, et justement, à ce moment-là, je travaillais un petit peu sur ChatGPT pour développer quelque chose, et je vois que bah, la solution bug beaucoup. Et en fait, ils ont été victimes en réalité de leur succès. Et donc, ils ont arrêté de prendre des abonnements payants, parce que ça consomme beaucoup, parce qu'ils étaient victimes vraiment de leur succès. Et donc, il y a une dizaine de jours, on apprend que Sam Altman est licencié. Au début, personnellement, je croyais que c'était pas vrai, parce que ça arrive de manière soudaine, qu'on n'a pas connaissance de rivalité, parce que Sam Altman, c'est celui qui finalement représentait ChatGPT, qui auprès des investisseurs, auprès des hommes politiques, partout dans le monde, il avait une forte notoriété. En plus, ce que j'ai appris après, c'est que il était véritablement appuyé et apprécié par les équipes d'OpenAI. Donc quand vous avez le public qui vous apprécie, vous avez les employés qui vous apprécient, les investisseurs qui vous apprécient, et que un conseil d'administration décide, alors que vous êtes en forte croissance, que vous avez des belles perspectives, de vous licencier, bon, il y a un truc bizarre. Alors, à un moment donné, moi je me suis posé la question, peut-être que le conseil d'administration a considéré, comme il y avait beaucoup de bugs, qu'il n'avait pas anticipé. Voilà. Donc, après, certains ont dit que, enfin en tout cas le communiqué officiel, c'était de dire qu'il n'avait pas été transparent avec le conseil d'administration. Il aurait recherché des fonds. Et a priori, bon, c'était pour créer une société qui aurait fait pour fabriquer des semi-conducteurs. Parce que dans ce secteur, ça demande beaucoup de semi-conducteurs puissants, et donc, voilà. Et le conseil d'administration n'aurait pas été informé. Hein, c'est des éléments, mais a priori, celui qui était le leader un peu dans le conseil d'administration, mais je crois qu'ils étaient que 4, hein, finalement, le principal investisseur, par exemple, qui est Microsoft, qui détient 49% du capital, il n'est même pas à ce conseil d'administration. Et finalement, la personne, comme je le disais, qui a
engendré ce licenciement, eh bien, il était en conflit avec Sam Altman. Et donc, bon, c'est un conflit en réalité personnel. Hein. Peut-être qu'il a des reproches, mais de toute façon, dans une activité, certaines personnes, n'importe quel dirigeant, il fait pas que des choses qui sont tout le temps positives. Il y a des points qui sont négatifs. Personne n'est parfait. Donc, oui, il a peut-être commis des erreurs, mais de là, et surtout, les investisseurs ont appris son licenciement. Ça a été raconté, hein, exactement. Hein. D'ailleurs, on sait même qu'il a été licencié via Google Meet, hein, via donc une réunion en visio. Hein. Donc, alors que le principal investisseur, c'est Microsoft, ça a fait même d'ailleurs la risée chez certains, il a été licencié de cette façon. L'investisseur n'était pas présent, les principaux investisseurs ne sont pas présents au conseil d'administration, y compris Microsoft. Donc finalement, en réalité, ça ressemble à un conflit personnel. Voilà, la personne a réussi à convaincre 2 autres personnes pour qu'ils soient licenciés. Bon, là, c'est un vrai problème, c'est un vrai sujet. Hein. Si vous investissez et que vous allez avoir 49% du capital, il faut que vous puissiez avoir une influence quand même dans la décision de qui dirige la boîte. Parce qu'à la base, c'était un organisme sans but lucratif. Et donc, ce que j'ai compris, c'est que celui qui voulait virer, en fait, Sam Altman, il était plus partisan pour... ce qu'il reprochait aussi, c'est que ça allait trop vite et que c'était trop orienté business. Mais oui, mais les investisseurs, s'ils investissent des milliards, c'est que derrière, ils veulent un retour sur investissement. Donc, ils n'auraient pas eu ces milliards. Donc, les investisseurs ont sans doute peut-être fait une erreur dans le montage. Peut-être que ça n'aurait pas été possible, mais bon. Après, c'est un peu compliqué de proposer des solutions comme ça. Mais en tout cas, ce qui est avéré, c'est qu'aujourd'hui, on sait que 700 des 770 employés ont menacé de quitter OpenAI si le dirigeant ne revenait pas. Donc vous imaginez, en sachant qu'une start-up, les cerveaux sont déterminants, eh bien vous allez avoir quasiment tout l'effectif qui va partir. Si la société avait été cotée en bourse, croyez-moi, le cours de bourse serait effondré. Vous avez les dirigeants Microsoft qui a annoncé le recrutement justement de Sam Altman et était ouvert au recrutement de tous les salariés qui allaient partir de OpenAI. Et là, les membres du conseil d'administration, en tout cas pas celui, il y a un des membres du conseil d'administration qui s'est laissé un petit peu entraîner, a annoncé qu'il regrettait. Il pensait pas que ça allait avoir cette tournure, mais pourtant, franchement, c'était quelque chose d'évident. Hein. Si vous savez qu'à l'intérieur, la personne est populaire vis-à-vis des salariés, la très grande majorité, que c'est des profils extrêmement rares, vous n'allez pas faire ça. Pour moi, c'est sans doute beaucoup lié à un conflit, sans doute très personnel. Voilà, et ça c'est le problème. Quand vous investissez dans une start-up, maintenant Sam Altman avec son retour là, fracassant, le conseil d'administration va être remanié. Voilà, ils vont faire en sorte que ce genre de choses n'arrive plus, mais c'est une leçon. C'est une leçon pour montrer que quand vous investissez et que vous mettez de l'argent dedans, si vous avez une partie significative du capital, il faut prévoir des mécanismes pour que ce soit vous qui décidez, avec d'autres, qui va diriger la société, qu'est-ce qui se passe dans le cas de crise, etc. Mais là, il n'y avait pas de crise. Hein. La société se porte bien. Hein. Mais bien sûr, elle fait des pertes parce que ça a demandé beaucoup d'investissement, mais elle est à la pointe. Donc tout ça pour dire que c'est quelque chose qui a été assez troublant et qui a fait, parce que certains disaient oui, il va partir, il va revenir, il va repartir. Enfin,
Voilà, c'était très confus, des informations diverses et variées. Enfin bon, voilà. En synthèse, on voit que sur des sociétés comme ça, start-up, même quand c'est des sociétés qui, en apparence, ont une technologie ultra innovante, que c'est extrêmement performant. Bon, bah ça c'est des choses, vous voyez, ce conflit, vous ne savez pas. Personne n'était au courant. Enfin, en tout cas, pas le public, mais dans de nombreuses sociétés, de nombreuses start-up, il y a des conflits tous les jours. Et si vous investissez, eh bien, il faut qu'il y ait des garde-fous pour prévoir dans les cas où il y a des conflits entre personnes. Parce que ça, c'est quasiment inévitable. On rêverait tous d'être dans une entreprise où les relations humaines seraient formidables, hein, comme dans les séries américaines. Mais dans la réalité, c'est souvent tout autre. Hein. On le voit d'ailleurs dans des séries, ils reflètent souvent les conflits. Il y a la série sur WeWork qui est passée, je crois, sur Canal+ ou Apple TV, qui parlait justement du dirigeant de WeWork qui a été débarqué, bon, qui était en conflit avec les investisseurs à un moment donné. Hein, la société aujourd'hui fait faillite aux États-Unis. On peut dire, voilà, c'est extrêmement risqué. Mais bien sûr, il y a des opportunités. Hein, des opportunités, mais il faut croire dans l'activité. Et de toute façon, c'est risqué. C'est le point qu'il faut retenir à mon sens. Je dis pas que les gens ne doivent pas investir, mais il faut avoir conscience des risques. Donc c'est pour ça que je dis, comme dans tout, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc même si vous pensez que c'est l'affaire du siècle, si vous investissez de l'argent dont vous risquez d'avoir besoin un jour, vous mettrez probablement en difficulté. Parce que c'est extrêmement rare que des sociétés puissent réaliser leurs perspectives. Bien sûr, parfois on s'en rend pas, enfin on ne le sait pas tout de suite. Ces choses-là, on le sait au bout de 5-6 ans que finalement on vous avait vendu du rêve. Voilà. Eh bien écoutez, pour ce deuxième épisode, je pourrais parler comme ça pendant des heures, mais mon message, il semble un peu sombre, mais en réalité, je sais qu'il y a du positif et je sais qu'il y a du potentiel dans beaucoup de sociétés, mais je ne vais pas dire avec mon grand âge, parce que je reste quand même jeune, mais il y a quand même, voilà, ce qu'il faut bien appréhender, c'est ces zones de risque, ces zones d'incertitude qui existent. Et avec l'expérience, vous savez qu'il ne faut pas forcément croire tout ce que les gens racontent quand vous devenez et quand vous êtes susceptible d'investir dans des sociétés. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.